Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. 70 ans du Collège moderne du Plateau. Les festivités marquant l'événement ont été lancées ce lundi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui-même ancien pensionnaire de cette école. La problématique de la carte nationale d'identité et la sécurisation de l'état civil en Côte d'Ivoire au cœur du débat ce jeudi 24 mai à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité représentant le gouvernement à ce débat a annoncé des innovations. Discope Abidjan, le grand rendez-vous de l'audiovisuel édition 2018 a ouvert ses portes ce lundi. 750 participants venus de 34 pays dont la langue officielle est le français sont attendus sur cette plateforme d'échange. On commence avec cette information. L'ancien directeur général du FMI, Fonds monétaire international, est en Côte d'Ivoire depuis maintenant quelques heures. Michel Candessus est en terre ivoirienne pour 6 jours. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le président de la République, Alassane Ouattara. Vous le voyez sur ces images. L'hôte de la Côte d'Ivoire sera reçu par les plus hautes autorités du pays. Il sera également l'invité du patronat pour une conférence sur le thème « Les champions nationaux et l'émergence ivoirienne ». Le Collège moderne du Plateau fête ses 70 ans. Les festivités marquant l'événement ont été lancées ce lundi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, ancien pensionnaire de cette école. Il a promis le soutien du gouvernement pour la rénovation de cet établissement qui date de l'époque coloniale. C'est ce que nous dit Mahama Traoré. En 70 ans d'existence, le Collège moderne du Plateau a le mérite d'avoir formé de nombreux hauts cadres ivoiriens, parmi lesquels le vice-président de la République. Et c'est donc avec émotion que Daniel Kablan-Duncan a retrouvé ce lundi sa salle de classe de 5e, moment de souvenir à la faveur des festivités marquant le 70e anniversaire de l'école. Notre objectif, à travers la célébration de ce 70e anniversaire, est de réunir autour de notre projet de réhabilitation les partenaires de l'école et les décideurs de notre pays afin de redonner au Collège moderne du Plateau l'éclat de ces vertes années, de cette belle époque dont les anciens parlent avec emphase. Avec un effectif de 2779 élèves, le Collège moderne du Plateau est, selon la ministre Candia Camara, un fleuron du système éducatif ivoirien. De 2013 à 2017, le taux de réussite au BEPC de l'école est passé de 37 à 75%. Pour 2018, l'établissement vise 85% de taux de réussite. J'imagine aisément les générations d'enseignants et d'élèves qui se sont succédés sur les bancs de cet établissement. Je sais combien, par un travail patient et généreux, les maîtres de cette école ont façonné des générations de jeunes pour en faire des adultes accomplis et épanouis. Cette école, comme toutes les autres d'ailleurs, doit être une école dans un environnement sain. Une école où les résultats sont satisfaisants grâce à une belle synergie entre enseignants, encadreurs, apprenants, parents d'élèves et autres partenaires du système éducatif. Le vice-président de la République annonce que le gouvernement a décidé d'appuyer la rénovation de l'établissement septuagénaire. Il a également exhorté la jeune génération au travail. Vous les jeunes, vous devrez rêver. Non pas de vaines illusions, mais vous devez rêver de votre futur. Rêver de votre devenir. Rêver de votre réussite qui passe nécessairement par l'effort. Vous devez aussi rêver du futur et du devenir de votre pays, en utilisant au mieux les capacités et les talents que Dieu vous a donnés et que vos parents vous aident à développer. Le travail, toujours le travail, encore car le succès est au bout de Au programme de ces festivités marquant les 70 ans du Collège moderne du Plateau, des panels, des activités socioculturelles et une journée de l'excellence.
Deux projets de loi adoptés par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Notez que le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Sonko Mbile, était face aux membres de la dite commission pour défendre ces projets relatifs d'une part à la prévention de la lutte contre la corruption, d'autre part aux infractions assimilées. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire veut se doter d'instruments juridiques pour lutter efficacement contre la corruption et les infractions assimilées. Conformément à cet engagement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est face aux députés pour défendre deux projets de loi. Nous sommes venus présenter à la représentation nationale, du moins à la Commission des affaires générales et institutionnelles, deux projets de loi. Un projet de loi qui prévoit un régime juridique du gel des avoirs illicites, et un projet de loi portant ratification d'une ordonnance qui fixe la liste des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, comprenant notamment la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le gel des avoirs en tant que mesure conservatoire prévue par les conventions internationales permet de priver de leurs biens les personnes impliquées dans la commission de ces infractions au cours des investigations. Tout détenteur des avoirs illicites est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Concernant le second projet de loi, il s'agit de mettre en cohérence la déclaration de patrimoine du vice-président de la République avec la Constitution. Par ailleurs, il s'est avéré nécessaire d'étendre la liste des assujettis à la déclaration de patrimoine en y incluant les agents publics de premier plan que sont les membres du Conseil constitutionnel, les magistrats, ainsi que toute autre personne exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargée de la gestion des fonds publics. Les deux projets de loi ont donc été adoptés par la majorité des parlementaires présents à cette séance. La problématique de la carte nationale d'identité et la sécurisation de l'état civil en Côte d'Ivoire, sujet au cœur du débat ce jeudi 24 mai, toujours à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le gouvernement à ce débat, a annoncé des innovations, notamment le registre national de personnes physiques. On fait le point avec Gabriel Zani. Les débats sur l'état civil ivoirien n'en finissent pas. Lors de la séance de questions orales et débats organisés par l'Assemblée nationale, les députés ont soulevé plusieurs questions. Instituer une base nationale de données d'état civil, supprimer de façon définitive les attestations d'identité, comprendre les raisons qui retardent l'institution d'une carte d'identité biométrique, ces sujets ont nourri les réflexions à l'hémicycle. Je voudrais savoir les attestations délivrées par les commissariats, parce que les commissariats sont différents des attestations délivrées par l'ONU. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'était une opportunité pour exposer sur l'innovation de l'état civil en préparation. Le registre national des personnes physiques. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Il s'agit d'un système intégré, global, fiable et sécurisé qui associe à chaque citoyen vivant en Côte d'Ivoire un numéro national d'identification. Si cette nouvelle réforme brille par ses avantages, il n'en demeure pas moins qu'il reste des zones d'ombre pour les élus. Pour rassurer les Ivoiriens, la question fondamentale qui est posée, est-ce que fin 2019, nos cartes nationales d'identité seront encore valables? Le registre national des personnes physiques est la solution de l'état civil ivoirien, selon le ministre. Cependant, pour renouveler les CNI, dont la validité expirera en 2019, le gouvernement dispose d'un plan. Toutes les personnes qui sont concernées ont déjà leur biométrie dans la base de données de l'ONU. Il s'agit simplement de les actualiser. Et pour l'actualisation, les 7 millions de personnes détentrices de cartes nationales d'identité vont se soumettre à une procédure qui n'est pas la même chose que celle des nouveaux demandeurs. La faisabilité du registre national des personnes physiques dont le décret de création a été pris le 9 mai dernier est essentielle pour la réussite du projet. Le député maire de Fresco à l'origine de cette rencontre est satisfait des échanges.
Je suis en partie satisfait. Maintenant, attendons à la pratique. Il s'agira pour chaque Ivoirien de figurer dans cette base de données. C'est le début de la sécurisation de notre état civil. 2018 et 2019 constituent les périodes charnières de la mise en place du RNPP, dont les nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil sont en expérimentation dans les régions de la Nawa, du Bouaklé et de San Pedro. Le démarrage effectif du RNPP est prévu en septembre prochain. Discop Abidjan, le grand rendez-vous de l'audiovisuel édition 2018, a ouvert ses portes ce lundi. 750 participants venus de 34 pays, dont la langue officielle est le français, sont attendus sur cette plateforme d'échange. Christelle Ménard. Changement de site et de décor pour sa 4e édition, mais le Discop Abidjan, c'est toujours un marché de contenu audiovisuel et une plateforme d'échange sur les dynamiques de l'audiovisuel en Afrique. Le tout durant 3 jours. Mais que gagne la Côte d'Ivoire à abriter le Discop Abidjan depuis 2015 ? On a posé la question au ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste en visite sur le site. Pour nous, c'est une réelle opportunité. Nos producteurs, nos distributeurs, etc. ne peuvent que tirer avantage d'avoir un événement comme celui-là ici. Cela les met en visibilité. Cela met en visibilité la production ivoirienne. Cela met en visibilité la production de la RTI. Cela donne la possibilité à la RTI de vendre son contenu à des distributeurs, à des diffuseurs africains, à des diffuseurs dans le monde entier. Cette année, le Discop Abidjan allège la forme, pas de cérémonie d'ouverture, mais préserve le fond. Thème du premier panel de discussion, c'est désormais une tradition, la montée en puissance de l'Afrique. C'est connu, depuis quelques années, le secteur du divertissement et des médias s'éveille sur le continent. L'Afrique francophone emboîte le pas à ses voisins anglophones. Les experts prédisent aux francophones une progression de plus de 35% d'ici 2021. Des prévisions optimistes basées en partie sur la libéralisation du secteur intervenue dans plusieurs pays d'Afrique. Des libéralisations pas toujours inscrites dans des politiques stratégiques visionnaires, comme le reconnaissent la plupart. Et même si les outils technologiques ont permis à davantage de personnes de s'exprimer dans le milieu, le manque de professionnalisme mine l'industrie naissante. Pour que ça fonctionne, il faut aussi que tous les éléments, tous les acteurs nous permettent de pouvoir sortir des productions audiovisuelles de qualité, mais surtout à un prix qui convient à notre marché publicitaire. En Côte d'Ivoire, 4 chaînes de télé sont déjà dans les starting blocks. En attendant le coup d'envoi de la libéralisation, les questions de financement se font de plus en plus entendre, pourvu que les gouvernements comprennent le potentiel économique de cette industrie immatérielle. Il y a un vrai potentiel qu'il faut réussir à saisir. On a beaucoup plus de chances de s'installer comme des exportateurs dans de l'immatériel créatif, comme la fiction, que dans les produits industriels. Aujourd'hui, quand on regarde, en 4 ans d'interdistribution, on est présent pratiquement sur tous les continents. C'est juste en Amérique latine, pour l'instant, qu'on n'a jamais vendu. Le secteur sur lequel on a le plus de chances d'exporter au niveau mondial et d'occuper les premiers plans au niveau mondial, c'est la culture. Les moyens financiers devraient arriver. La professionnalisation est en cours. La technologie est en place. Reste plus qu'à savoir où aller en plaçant des garde-fous. Il faut que l'Afrique comprenne que aujourd'hui, nous sommes, comme je le répète, un continent leader. Marchons à notre rythme, avançons à notre rythme, acceptons les autres. C'est la mondialisation, on veut bien, on rentre dedans. Ils l'ont bâti avec des règles. On n'était pas sur la table de ces règles. Donc nous aussi, on peut bâtir nos stratégies avec nos règles. En résume, presque tous les ingrédients sont réunis pour soutenir cette montée en puissance de l'industrie audiovisuelle en Afrique et en Côte d'Ivoire. La régulation du secteur fait partie des points à améliorer en apprenant des erreurs et des succès des autres. Et aujourd'hui, plus qu'hier, y croire et s'en donner les moyens. Et on reste au Discop pour nous intéresser cette fois à la place des femmes dans l'industrie des médias et du divertissement en Afrique. Le sujet était au cœur des échanges au cours donc de cette première journée. Les initiatives des femmes dans le secteur, mais également les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur profession ont été largement abordées par les panélistes. C'est ce que nous dit Serge Koléa. Dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, la tâche n'est pas du tout aisée pour les femmes. À l'occasion de la première journée du Discop Abidjan, ces femmes professionnelles ont fait le tour des disparités du genre dans leur secteur d'activité. Elles se sont appuyées sur une étude menée en 2017 en Afrique du Sud.
Cette étude démontre que le genre est le premier facteur de discrimination dans ce pays. 79,7% de femmes ont déjà subi des violences venant de supérieurs hiérarchiques hommes. 66,7% de femmes ont été mises en difficulté par des avances sexuelles. 71% ont subi attouchement et viol. 1,45% ont quant à elles subi des viols avec pénétration sur leur lieu de travail. En Côte d'Ivoire, la situation est beaucoup plus reluisante à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et pour cause, un tiers de son effectif est composé de femmes et 28,9% d'entre elles occupent des postes de responsabilité. Reportage signé Serge Coléa. L'actualité, c'est également la réouverture ce 28 mai des urgences médicales du CHU de Trècheville, fermé depuis le 14 mai dernier pour des travaux de réhabilitation. Les urgences ont repris du service ce matin. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi, y était pour s'assurer de l'effectivité de la reprise. Ami Sissoko. Les urgences médicales du CHU de Trècheville à nouveau fonctionnelles. Elles avaient été fermées pour cause de travaux et de désinfection pendant 2 semaines. D'une capacité de 16 lits, tout est prêt pour accueillir la population. Le service des urgences médicales n'est pas un service d'hospitalisation en lui-même. C'est juste un service qui permet d'accueillir les patients dès qu'ils ont une urgence très importante à la maison, soit pour les bien portants ou des malades qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, qui tombent. Et dès qu'il y a la première crise, c'est le lieu où on les reçoit, n'est-ce pas, pour faire le point de la situation d'urgence. Et notre rôle est de transférer aussitôt, le plus tôt possible, même dans la nuit, les patients dans les services d'hospitalisation qui sont prévus au CHU de Trècheville. Les urgences médicales du CHU de Trècheville répondent désormais à toutes les normes pour offrir des soins de qualité selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. S'adressant au personnel, elle les a exhortés à plus d'humanisme pour le bonheur de la population. Avant que nous ayons entrepris la restructuration, les constructions de nouvelles structures, il faut reconnaître que les normes n'étaient pas respectées. C'est sûr que tout ne sera pas parfait. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans des structures sanitaires de qualité, mais que le personnel qui y travaille également travaille dans de bonnes conditions, avec de bons plateaux techniques, et à ce moment-là, je sais que le reste suivra. Les urgences médicales du CHU de Trècheville accueillent environ 13 000 patients par an. Profitant de sa présence, la ministre Raymonde Goudou Kofi a visité des services déjà réhabilités pour s'enquérir de leur bon fonctionnement, entre autres stomatologie, ORL et anatomie, pathologie. On parle emploi jeune à présent, un projet incubateur d'entreprise implanté à l'école de bijouterie et de métiers annexes de Côte d'Ivoire d'un coût de plus de 16 millions de francs CFA. Ce projet prend en compte l'installation et également l'équipement de 3 bénéficiaires, dont une fille. Il s'agit, notez-le, des meilleurs de l'école au titre de l'année 2016-2017. Walter Amadou Ouattara. Joséphine John est une entrepreneure en herbe. Sortie major après 3 années de formation, elle espère ouvrir son atelier de bijouterie d'ici quelques mois. Son entreprise est en incubation au sein de l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes EIBEMA, dont elle est une ancienne. Une formation qui ne l'intéressait pas au début. Je voulais être une aide-soignante. J'ai passé le concours, il y a eu le concours, on m'a dit je vais dans le domaine de la bijouterie. Quand je suis venue, j'ai fait 1 an, je suis tombée enceinte. Et après quoi, je me suis reposée 1 an. Et je suis revenue encore, j'ai passé encore le concours. Ça a marché, je suis venue. Et vraiment, avec l'aide des professeurs et tout, mon entourage, vraiment ça m'a beaucoup aidée. Et ça a permis que vraiment je puisse aimer le métier encore plus. J'aimerais être comme ces grands bijoutiers qui sont passés ici, comme M. Maximin, M. Asike Oro. Elle a obtenu cette place dans cet incubateur parce qu'elle fait partie des 3 meilleurs stagiaires de l'EIBEMA. Pendant 2 ans, elle et les 2 autres seront coachés par Maximin Lukouyao, bijoutier professionnel et ancien de cette école. Ils n'auront pas à se soucier du loyer et autres charges d'exploitation.
16 500 000 francs CFA, c'est le coût global de ce projet d'incubation qui prend en compte l'installation et l'équipement des bénéficiaires. Ils pourront eux-mêmes aller prospecter, prendre leurs propres clients, travailler au sein de l'EIBEMA, profiter des ateliers spécialisés de l'EIBEMA et confectionner des bijoux qu'ils pourront livrer à leurs clients. Le projet est appuyé par le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le secrétariat d'État a mis à leur disposition ce projet pour les aider à se prendre en charge et tout le monde, en leur mettant à leur disposition des kits de formation. Donc à mon humble niveau, je pense que c'est une contribution aussi forte. Je lance un appel à tous ces jeunes, à tous ces apprenants qui sont là, de travailler avec dextérité pour faire partie des meilleurs et bénéficier de ce projet-là l'année prochaine. L'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes forme, produit et commercialise tout produit de bijouterie. Les 90 stagiaires qu'elle accueille chaque année, à l'instar de Joséphine, s'installent généralement à leur propre compte. Les meilleurs deviennent des prestataires de l'école, école qui se lance désormais à la conquête de la sous-région. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et en cette période, le carrefour de l'Indénié suscite beaucoup d'inquiétudes. Les inondations en sont les principales raisons. Alors, la rédaction de RTI 1 s'est intéressée pour vous au fonctionnement du bassin de Gourou. Qu'est-ce que c'est? Comment est-il drainé pour éviter les inondations? Comment fonctionne-t-il? Élément de réponse dans ce reportage signé Christelle Menard. Un bassin versant, c'est une zone géographique sur laquelle toutes les eaux de pluie qui y tombent ruissellent jusqu'à un exutoire. C'est en principe le point de sortie de ces eaux. Le bassin du Gourou, c'est le plus important des bassins versants de la ville d'Abidjan, 28,6 km². Il couvre 4 communes, celles d'Abobo, d'Adjamé, de Cocody et du Plateau. Il est traversé par un canal primaire d'environ 7 km, construit pour drainer l'ensemble des eaux de ruissellement du bassin. Ces eaux arrivent au niveau le plus bas du bassin, l'exutoire du carrefour de l'Indenié, pour se déverser enfin dans la lagune ébriée. Mais avant d'y arriver, le débit de ces eaux pluviales est régulé par 7 barrages, des écrêteurs de crues. Ils permettent de limiter les remontées de hauteur d'eau au niveau du carrefour de l'Indenié. Mais les 7 barrages ne permettent de réguler que 52% de la superficie du bassin du Gourou. Construire un 8e barrage au niveau de Williamsville, zone actuellement occupée, permettrait de réguler davantage de superficie du bassin. Autre ouvrage du système de drainage dans le Gourou. Les bassins tampons. Il y en a 3, disposés au niveau du carrefour de l'Indenié. Ils servent à retenir le sable et les déchets solides drainés par ces eaux de ruissellement. Quand ils sont saturés, le niveau de l'eau monte plus vite. On assiste à des inondations au niveau du carrefour de l'Indenié, mais ces inondations s'expliquent davantage par des débits exceptionnels sur le bassin du Gourou, notamment lors des fortes pluies. Selon la Sodexam, l'année 2018 devrait connaître 35% de plus de précipitations par rapport à l'année dernière. On évoque à présent la rentrée politique de la délégation régionale du mouvement des forces d'avenir, MFA, dans la région de Lamé. La cérémonie a eu lieu à Akupé. Alexis Bodrago y était pour RTI. Pour la rentrée politique de la délégation régionale du MFA dans Lamé, c'est la ville d'Akupé qui a été retenue. Face aux membres de son parti, Siaka Ouattara a exhorté les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale de la CEI dans le cadre des prochaines échéances électorales. Nous sommes venus pour sensibiliser nos militants, d'abord pour l'importance du parti unifié et aussi pour se faire enrôler pour pouvoir participer en bon nombre aux élections à venir. Le MFA, c'est toute une équipe qui est en marche pour accompagner le président de la République et son aîné Henri Konan Bédié à aller vers le parti unifié qui est gage de paix et aussi de réconciliation pour la Côte d'Ivoire. Siaka Ouattara a annoncé une tournée de mobilisation dans les 31 régions du pays conduite par la direction du parti. Cette rentrée politique a été aussi marquée par les nominations de nouveaux responsables locaux du MFA. On poursuit en image avec cette page noire. Jean Konan Bani est décédé hier dimanche, ici même à Abidjan. Avocat de formation, Jean Konan Bani est le frère aîné de Charles Konan Bani, ancien Premier ministre ivoirien.
Homme politique proche du président Félix Houphouët-Boigny, Jean Konan Banny a occupé plusieurs fonctions importantes, notamment celle de ministre de la Défense et de ministre résident du district autonome de Yamoussoukro. Il est décédé à l'âge de 88 ans. On se rend à présent très loin de la Côte d'Ivoire, en Corée du Sud, précisément à Busan. C'est dans la région du sud-est du pays. Il s'agit de la seconde ville de la Corée du Sud, un pôle économique et touristique qui a retenu l'attention de notre envoyé spécial aux assemblées annuelles de la BAD, Cheikh Kondé. Busan, ou encore la ville aux 1000 collines, est la deuxième grande ville de la Corée du Sud, avec une population estimée à 3,7 millions d'habitants. Située à 325 km de la capitale Séoul, au sud-est de la Corée, cette ville portuaire détient le plus grand port du pays, mais aussi le 5e grand port à conteneurs au monde. En quelques années, cette métropole est devenue le centre économique et industriel de la Corée. Depuis très longtemps, Busan est un très grand pôle économique de la Corée du Sud, grâce à son port. Il y a environ 1000 ans qu'il est connu comme tel, comme une ville portuaire. Et jusqu'à présent, cette activité portuaire se poursuit. C'est donc vous dire que cette ville représente beaucoup pour l'économie sud-coréenne. Busan est également célèbre pour ses sites touristiques comme sa plage Haeundae Habian, avec ses impressionnants châteaux de sable, ou encore son mythique pont Hwagan Daekyo, long de 7 km, appelé aussi le pont de diamant. Vous savez, le développement d'un pays n'est pas facile. Si nous l'avons réussi en Corée, c'est que les autres le peuvent. Je conseille donc au peuple ivoirien de travailler main dans la main, de miser sur la formation des jeunes et de travailler. Du Festival international du film de Busan, en passant par le Festival de la mer, au Festival des feux d'artifice, la ville de Busan accueille environ 8 millions de touristes chaque année, mais également des communautés africaines. C'est le cas de l'Ivoirien Thierry Boabi, qui a parcouru près de 13 500 km loin de sa terre natale, la Côte d'Ivoire, pour se retrouver dans cette partie du monde. C'est une ville calme et le coût de la vie est relativement supportable pour les étudiants. Le logement ici pour les étudiants est à moindre coût. Avec une somme de $250, tu peux avoir une chambre. Par contre, à Séoul, il faut la somme de 400 à $450 pour avoir une chambre, pour bien se loger en tant qu'étudiant ici en Corée du Sud. Arrivé il y a 4 ans dans cette ville, sans un mot de coréen, ce jeune Ivoirien a connu une intégration fulgurante dans ce pays. Aujourd'hui, en plus de son master en communication obtenu la veille de notre rencontre, il est assistant dans l'une des 20 universités que compte la ville. Busan, c'est la seule ville là où il ne neige pas ici en Corée du Sud. Et pour un jeune Africain qui n'a jamais eu l'expérience du froid, je pense que Busan est une ville quand même propice pour moi pour faire mes études supérieures. C'est la ville là où il y a beaucoup d'opportunités pour un étudiant. C'est une ville qui a joué un rôle très important pendant la guerre de Corée, et puisque plusieurs soldats des pays étrangers qui ont aidé la Corée ont débarqué donc, par le port de Busan. Donc aujourd'hui, la ville de Busan est une ville très importante, une ville touristique, une ville de réunion. Plusieurs réunions se sont tenues ici dans le passé. Pôle économique et culturel, la ville de Busan joue un rôle déterminant et stratégique dans le développement économique de la Corée du Sud, mais aussi un grand carrefour d'opportunités d'affaires pour d'éventuels investisseurs. L'actualité internationale de ce lundi nous conduit avant tout au Mali, le Mali qui prépare sa présidentielle et ce sera le 29 juillet prochain. Alexis Ouedraogo. Quatre nouveaux candidats se sont déclarés cette fin de semaine à Bamako. Un humoriste, 2 anciens ministres et un opposant. Au total, une vingtaine de candidatures sont enregistrées pour la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. La reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine a été actée samedi à Pékin par les ministères des Affaires étrangères des deux pays.
Des missions devraient être rapidement envoyées pour l'ouverture d'ambassades. Un accord cadre de coopération signé entre Ouagadougou et Pékin en septembre prochain, au moment de la visite du président Roch Kaboré à Pékin en marge du sommet Chine-Afrique. Samedi, vers 20h, alors qu'il s'apprête à dîner, Mamadou Gassama aperçoit un bébé suspendu à une rambarde d'un immeuble au 18e arrondissement de Paris. Le jeune Malien de 22 ans n'hésite pas à escalader le bâtiment à main nue. Ce lundi, il a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Mamadou Gassama va être naturalisé français et intégrer les sapeurs-pompiers. Commentaire de Alexis Ouedraogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.